séries à avoir tendu le micro à des patients, Abdelawa Cheria, victime du centre dentaire Dentexia et cofondateur de l'association La Dent Bleue, puis Sabrina Lebars, patiente partenaire et cofondatrice de l'association Corasso, qui sensibilise au cancer tête et cou, nous allons revenir vers une dentiste, mais qui a la particularité d'être aussi passée de l'autre côté du fauteuil. Marion Megli est chirurgienne dentiste, d'abord omnipraticienne, elle s'est progressivement orientée vers un exercice exclusif en endodontie. Ce choix, elle nous l'a raconté dans l'épisode précédent. Mais ce que je vous expliquais juste avant, c'est que Marion a aussi expérimenté la position inconfortable, parfois traumatisante que vivent nos patients. À 22 ans, encore étudiante, Marion a été confrontée à une gêne lors de la mastication. Un examen a révélé une importante destruction osseuse au niveau de ses incisives, conséquence d'un traumatisme non traité survenu à l'âge de 12 ans. Après extraction, greffe et pose d'implants, un de ces implants a échoué 10 ans plus tard. Entre tristesse et résignation, Marion a dû affronter son mal-être, un sentiment qu'elle aurait préféré garder pour elle, mais qui est devenu visible aux yeux de tous. Cette expérience a transformé sa vision des soins dentaires, c'est ce que nous allons explorer plus en détail dans cette deuxième partie. Ce que nous explique Marion, c'est qu'il lui a fallu faire avec cette nouvelle image de soi, et avec un sourire qui n'arrête pas de changer. Elle nous explique aussi que ces différentes interventions ont eu un impact à la fois au niveau psychologique bien sûr, mais au niveau organique aussi. Elle a ressenti une forte diminution d'énergie, une perte de vitalité, une dévitalisation, comme nous l'expliquait Abdelawa Cheria dans une des séries précédentes. Ce qu'elle nous raconte aussi, c'est qu'au travers de son vécu, elle est parvenue à mieux comprendre certains comportements de nos patients, qui peuvent parfois nous sembler irrationnels et même nous exaspérer. Et la compréhension de cette dimension émotionnelle a fortement contribué à donner encore plus de sens à sa pratique. Marion fait partie des très belles rencontres qui jalonnent mon aventure dans le podcast. Elle s'est livrée à moi sur un sujet sensible pour elle, et je la remercie pour sa confiance. Elle voulait que je coupe son rire qu'elle trouvait trop présent. Désolée Marion, mais j'ai pas pu. Et Pauline, ma réalisatrice son non plus d'ailleurs. Nous sommes tombés d'accord toutes les deux qu'on ne pouvait pas censurer une telle joie de vivre. Et moi-même, je me trouve d'ailleurs assez exaltée dans cet échange, preuve que le contact est bien passé. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à nous écouter que j'en ai eu à discuter avec Marion. Bonne écoute. Maintenant, on va parler un petit peu de l'autre facette, à la fois de ta personnalité, mais aussi d'une autre expérience. Donc en fait, on voit dans l'approche que tu as du métier de dentiste, on sent qu'en fait, il y a une place très importante laissée à l'écoute des patients. Là où je trouve que peut-être beaucoup d'entre nous essayons plutôt de nous protéger en fait de la relation. Moi, je me souviens, il y a quelques années, donc au début de mon exercice, mais ça faisait déjà quelques années que j'exerçais. Et je me souviens avoir dit, en fait, ça serait beaucoup plus simple si les patients, ils nous posaient leur bouche, qu'ils partaient et ensuite ils revenaient la chercher. Donc un peu comme on pose la voiture chez le garagiste, quoi. Et je pense pas être la seule à avoir dit ça. Qu'est-ce qui fait que finalement tu as développé cette capacité d'empathie et d'écoute ? Alors, je pense qu'avec le temps et l'expérience, je me suis rendu compte de toute la symbolique émotionnelle qu'il y avait dans la bouche, à la fois grâce à mes patients et aussi grâce à mon propre vécu. Et ces émotions, on n'est pas formé en fait à les prendre en charge, on dit ça, à les gérer ses émotions. Déjà, gérer ses propres émotions, c'est pas simple, mais alors quand il faut en plus gérer celles des patients, qui sont parfois complètement pas forcément rationnelles. Une émotion, ça nous submerge, ça vient comme ça, on peut pas expliquer pourquoi. C'est compliqué. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait certains patients comme ça et qui étaient beaucoup plus expressifs que d'autres. Et puis, pour moi aussi, en fait, cette connexion qu'on peut avoir avec le patient, dans le sens où tout
tout se transmet. Je veux dire, une équipe stressée autour du patient va stresser un patient stressé va nous stresser. C'est comme si on était comme dans cette petite bulle autour du fauteuil, comme si tout était un peu décuplé. Enfin, moi, je ressens les choses beaucoup fortement comme ça. Et il fait un bond. On fait tous des bonds. Enfin, voilà, on est tous connectés, en fait, au corps, par la bouche et par ces émotions-là. Et là, je me suis dit, ah là là, il y a vraiment... il faut que je travaille sur moi d'abord pour réussir à prendre du recul, lâcher, se dire que tout ça, la réaction du patient, sa colère, son angoisse, c'est pas personnel. Enfin, voilà, lui laisser son espace, le temps pour qu'il se fasse... toutes ces choses-là, effectivement, je pense que je n'avais pas conscience forcément que j'avais ces capacités-là au départ et qu'aujourd'hui, tout simplement, je les décuple, quoi. Ouais. Mais je te rejoins beaucoup là-dessus parce que je pense que, bon, déjà, on démarre les études à un âge où on n'a pas du tout d'expérience, ou peu d'expérience pour la plupart d'entre nous. On découvre un métier, on découvre un apprentissage et ce qui nous intéresse au début. Et puis, faut pas se mentir non plus. Ce qui nous plaît au départ quand on rentre dans le métier, c'est justement de découvrir la technique, le matériel, de progresser. En fait, le patient, c'est un peu l'argument pour pouvoir mettre nos compétences, enfin en tout cas nos apprentissages et de les tester, quoi. Cette dimension humaine. Je pense qu'elle est en nous, mais elle est pas innée, quoi. Elle reste aussi à développer, à travailler. À développer, tout à fait. Elle reste à développer, mais elle passe aussi par son propre développement. Alors des fois, c'est plus facile on n'ose pas aller travailler ce qu'on a à travailler. Mais pour moi, l'autre, le patient, en l'occurrence, il me permet vraiment d'évoluer. Et que ça soit en bien ou en mal. Tu vois, j'évoquais l'autre jour cette expérience de ce père agressif qui était venu au cabinet et qui avait un peu choqué toute notre équipe de soins parce qu'il n'en pouvait plus de voir sa fille souffrir, sur laquelle j'avais fait un coiffage pulpaire et qui vraisemblablement ne fonctionnait pas. Sauf que on n'avait pas pris la mesure de l'ampleur de la souffrance de la jeune fille que j'avais vue la veille et je lui avais dit effectivement ça semble pas fonctionner, mais on va faire la pulpectomie, mais voilà, le contexte faisait que je pouvais pas la faire tout de suite. Et donc, il a déboulé vraiment furibond, avec des menaces de tout péter dans le cabinet, en criant à la salle d'attente que j'avais fait une erreur médicale, enfin, voilà. Et cet épisode-là, il m'a tétanisée, mais il m'a fait m'ouvrir sur comment je pouvais, moi, mieux gérer mes relations aux autres, comment je pouvais mieux comprendre leur schéma, leur façon d'être. Donc, je me suis formée dans la formation de gestion des conflits en milieu professionnel. Et puis, après, tout le volet un peu, justement, émotion. Et au final, je lui dis merci, quoi. Je dis merci parce que il m'a renvoyé quelque chose où moi, je me sentais pas bien, où je me sentais vulnérable, mais qui m'a permis de me dépasser. Alors, justement... après être revenu sur cet événement et avoir donc t'être formé ou avoir essayé de comprendre un petit peu ce qui s'était passé à ce moment-là, comment maintenant tu t'aurais géré la situation ? C'est une bonne question. Je pense que déjà j'aurais pris mon courage à deux mains. Ce jour-là, je ne l'ai pas eu. Ce jour-là, j'étais vraiment tétanisée. Le courage par rapport au patient, de lui parler ? Par rapport au patient, parce qu'en fait, au final, c'est pas moi qui ai géré la crise. Parce qu'on a plusieurs façons de réagir quand on est en danger. En l'occurrence, moi, là, c'était plutôt la fuite. Et par rapport à la jeune fille, je veux dire la situation avant la colère, en fait. Avant la colère du patient. Avant la colère, ah oui. Est-ce que... Pourtant... sont toujours prévenus que ça peut ne pas fonctionner et en l'occurrence elle l'était. Après entre
le message qui est reçu. C'est surtout ça en fait que j'ai compris, c'est que on a différents canaux sensoriels de prédilection où on est plus ou moins réceptif entre l'auditif, le visuel, le kinesthésique, etc. Et que quand on arrive à cerner un petit peu le profil du patient, on peut plus facilement adapter son vocabulaire et son discours pour être sûr que le message passe bien. Alors, quand on est rentré de cette formation, on était à fond en train d'essayer de décrypter un petit peu tous les profils de nos patients. Je me suis vite rendu compte que c'était quand même très compliqué, pas si simple. Et au final, ce que j'ai mis en place derrière, c'est une façon de communiquer qui englobe ces 3 canaux. Donc, je me dis, voilà, je vais jouer sur les 3 canaux. Donc, je fais des dessins, je parle, j'emploie tout le vocabulaire, je fais du feedback, je demande à m'expliquer ce qu'ils ont compris. Voilà, pour être sûr que le message est passé et que comment réagir en cas d'urgence. Là, ce qui s'est passé, c'est que malheureusement, ça tombait très très mal parce que c'était un moment où moi je devais me faire opérer de la main, donc j'étais pas réactive pour pouvoir faire le soin. Mais heureusement, j'ai une bonne équipe qui a géré et qui a pu soulager ma patiente. Parfois, dans le contexte, voilà, ça marche pas. Il faut l'accepter aussi. Donc toi, au niveau expérience patient, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as vécu et la façon dont ça s'est passé et ce que tu en as retenu, quoi, en fait. Alors, moi, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte à l'âge de 22-23 ans, quand j'étais en études dentaires, que j'avais finalement une gêne quand je mastiquais, quand je viens écraser le bol alimentaire sur ma voûte palatine, pour prendre des termes bien dentaires. Et quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte en fait que j'avais une destruction osseuse importante au niveau du prémaxillaire qui intéressait mes 2 incisives en transcorticale, bicorticale. Et qui serait d'origine occlusale ? Qui serait d'origine traumatique, parce qu'après du coup j'ai retrouvé une panoramique que j'avais faite à l'âge de 12 ans où on voyait que j'avais un apex fracturé sur la 11 et qui à l'époque n'avait pas été traité et surtout n'avait pas été suivi parce qu'à l'époque j'avais eu une petite sensibilité mais derrière il n'y a pas eu de suivi plus que ça. Donc ce qui s'est passé, c'est que en plus j'ai eu de l'orthodontie à ce moment-là pendant 4 ans. Et donc j'ai eu oblitération canalaire, résorption des apex et granulomes qui se sont développés. Donc à l'époque j'ai été traitée par les enseignants de la fac en endo. C'était un peu les débuts de l'endo de 2002, 2003. Donc sous microscope, donc ça n'a pas été concluant. Et en chirurgie, j'ai eu des curetages sans obturation à rétro à l'époque et qui n'ont pas non plus fonctionné. Donc à chaque fois, ça récidivait. Si bien qu'à un moment donné, j'ai eu une fistule et que du coup, il a fallu prendre une décision et de se dire que peut-être le problème, c'était les dents. Et du coup, on m'a proposé de les enlever et de les remplacer par des implants. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que au final, c'est revenu à nouveau, une nouvelle inflammation. Au niveau des implants. Au niveau d'un implant, principalement. Donc, je pensais que je faisais une périimplantite. On l'a enlevé, parce que du coup, il tenait bien, mais voilà, moi, je voulais pas rester avec cette inflammation. Et le fait de l'avoir enlevé, ça n'a rien changé. J'avais toujours cette infection. Et en fait, finalement, je pense que j'ai un terrain qui est pas sain là-dessous. Enfin, j'avais une nécrose osseuse encore importante et le biomatériau qui n'avait pas pris bioos à l'époque. Donc voilà, en fait, s'est posé la question lors du curetage de devoir
enlever une nouvelle incisive. Et pour le coup, là, c'était juste impensable pour moi. Là, je me suis dit non, là, il faut arrêter de m'enlever des dents parce que, enfin, c'est les dents, effectivement, c'est les incisives. Donc déjà, je savais pas vraiment comment j'allais repartir. Enfin voilà, c'était compliqué, c'était pas envisageable. Donc aujourd'hui, j'ai une nouvelle greffe avec une allogreffe là avec Biobank. Enfin, on fait des choses nouvelles. Et on essaie de voir si on peut reconstruire pour que je puisse avoir des dents et sourire à nouveau. Je suis quelqu'un qui sourit beaucoup, donc du coup c'est pas facile. Il faut faire avec cette nouvelle image de soi. Ce que je disais quand on m'a enlevé mes incisives là il y a 10 ans et qu'on m'a mis des implants, moi je me reconnaissais pas dans la glace. J'avais vraiment l'impression que c'était pas moi, quoi. À chaque fois que je me voyais en train de sourire, je me disais, enfin voilà, c'était pas moi. Bon là, depuis 1 an, mon sourire n'arrête pas de changer, donc maintenant je ne le regarde plus. Mais c'est vrai que toute cette dimension du sourire, pour moi c'est la relation à l'autre aussi, et c'est l'image de soi, de ce que ça renvoie. Et je me suis rendu compte de l'impact que ça avait physiquement sur mon corps. Je me suis sentie vraiment en perte d'énergie complète, quoi. J'avais l'impression que ça me coupait les ailes, quoi. Parce que j'avais plein de projets, etc. Ouais, ça fait écho à la série que j'ai enregistrée avec Abdel Awacheria, tu sais, qui a été victime des centres d'Antexia, oui. Et puis qui est docteur en biologie, donc qui a aussi cette casquette scientifique, et puis très proche d'Edgar Morin, donc un côté aussi sur la pensée systémique, enfin voilà, qui lui donne une vision très globale et très intéressante, et qui dit en fait quelque chose, moi, qui m'a vraiment marqué sur le principe de la dévitalisation. Oui, je l'ai entendu ce mot-là, ça m'a fait... Ah là. Et nous, en fait, quand on parle de dévitalisation, c'est un mot qui est vraiment du jargon dentaire. Dévitalisation, on retire le nerf, on rebouche les canaux, etc. Mais il y a aussi la dimension vitale de l'être, en fait. C'est-à-dire, on dévitalise, on retire de la vitalité. Je pense que c'est vraiment quelque chose, quand on reçoit des patients, qu'on leur fait des fois des soins lourds qui durent plusieurs heures et avec des transitions où le patient a avec des provisoires que des fois il supporte pas, qu'il va pas porter, qui va s'adapter plus ou moins, on se rend pas compte en fait de cette dimension que ça peut avoir au niveau, une fois qu'il rentre chez lui, sur ses relations aux autres, sur son travail, sur lui face à lui-même dans le miroir, donc l'estime de soi. Voilà, c'est quelque chose en fait souvent qu'on ne mesure pas en fait. Et qui est très très important à prendre en compte, même dans l'acceptation d'une prothèse par exemple. Souvent on se dit allez hop on la pose, c'est bon, ça bouge pas, j'ai vérifié mon équilibration, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Sauf qu'en fait, derrière, il y a tout ce que ça implique, toute la symbolique. Et puis, comment je vais me sentir, moi, quand je vais mâcher. Voilà, ouais. C'est vrai que ce terme-là, il m'a aussi vraiment... il a résonné en moi quand il l'a prononcé, quand j'ai écouté le podcast. Et je me suis dit, mais c'est ça. Et puis, il y a plein d'expressions, tu sais. On dit avoir du mordant, croquer la vie à pleines dents... Et cette symbolique de perdre un bout de soi qui ne repoussera jamais, finalement, c'est comme être un peu estropié. Hein. Ouais, il nous manque un membre. Il y a peut-être un travail, le mot est peut-être fort, mais j'en trouve pas d'autre, mais il y a aussi quand même peut-être un travail de deuil à faire. Tout à fait. Sur les dents d'avant, le sourire d'avant... l'acceptation finalement, même si c'est toi, je suis pas sûre que pour le coup ce que toi t'as vécu avec les incisives, est-ce que ça a eu un impact sur le regard de ton entourage? Non. Non. Quelque temps après notre enregistrement, j'ai reçu un message de Marion sur WhatsApp
dans lequel elle me disait souhaiter compléter une réponse à une question que je lui avais posée, parce qu'elle avait l'impression d'avoir répondu à côté, ou en tout cas de ne pas avoir répondu complètement. Ça, c'est le côté perfectionniste de l'endodontiste qui ressort. C'est ce que vous allez écouter en suivant et qui explique que le son n'est pas tout à fait le même. À la question, est-ce que tu as l'impression que le regard des autres a changé sur toi ? Je réponds non. Je réponds que j'ai pas spécialement l'impression qu'ils se rendent compte en fait de l'impact que ça a sur moi. J'ai surtout l'impression que c'est mon propre regard qui a changé sur moi et que c'est pour ça que j'ai commencé un travail pour accepter finalement, pour faire le deuil de ce sourire, de ces dents et en fait c'est un problème entre moi et moi. Et c'est pas toujours facilement compréhensible vu de l'extérieur parce que ça paraît pas grave et foncièrement ça l'est pas plus que ça. Enfin, je veux dire, c'est pas une grosse pathologie non plus. Mais moi, je me sens touchée dans mon fort intérieur. Ouais, je me sens touchée dans ma chair, comme je disais, je me sens coupé les ailes. Ça m'a vraiment fait perdre une énergie importante. Et j'ai eu besoin de faire un travail pour me réconcilier, en fait, avec moi. Et là, ça va faire bientôt 1 an. Et une fois, il y a une amie qui m'a dit, tu sais Marion, avec ou sans tes dents, de toute façon, tu continueras à sourire parce que la joie, elle est en toi. Et ça m'a énormément touchée et bouleversée. Et c'est une phrase qui me revient régulièrement. Et je me dis, mais oui, moi je suis quelqu'un de joyeuse, je peux pas m'empêcher de rire, je peux pas m'empêcher de sourire, même si j'ai 2 dents en moins devant. J'aime trop la vie en fait, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, mais tu vas t'enfermer combien de temps comme ça dans ta coquille tu vas te brider en fait combien de temps, quoi. Regarde les autres autour de toi, ils t'empêchent pas d'avancer en fait. Ils se rendent même pas compte de ce que tu vis. Et je crois ouais que pour cette nouvelle année là qui commence, j'ai envie de m'en foutre en fait et de continuer à sourire. On a cette déformation professionnelle. Nous, on regarde que les dents des gens, mais la plupart des gens se regardent dans les yeux. Hier, il y avait une maman qui m'a amené son gamin parce que que je suis pour un trauma. Il s'était recassé, il s'est tapé la dent que je venais de lui faire et il s'est recassé son incisive. Et puis elle me dit, il a mis 2 jours à me le dire. Ben, je lui dis, ça se voit quand même, dès qu'il sourit, ça se voit. Mais elle n'avait pas remarqué. Donc en fait, les gens ne se regardent pas dans les dents. Les gens se regardent dans la globalité, dans les yeux, dans la posture. Mais nous, on est là en train de se regarder dans les dents. C'est une déformation professionnelle qu'on a. Peut-être. Mais il y a quand même une dimension psychologique, sociale, économique depuis longtemps autour des dents. Tu vois, quand on prend justement l'expression des sans-dents qui est très déclassante, quoi. C'est-à-dire que les personnes qui peuvent pas se faire soigner des dents, c'est des gens qui sont pauvres, c'est des gens qui... et c'est quand même une réalité aussi. Alors tu sais que je me suis dit, bon bah voilà, ça y est, je suis une sans-dents. Et je suis tombée sur un article en Afrique du Sud. Et ben en fait c'est esthétique là-bas de se faire enlever les incisives et ça montre justement qu'on appartient à une classe et du coup je me disais non mais vraiment comme quoi finalement tout est biaisé quoi, tout est une question de filtre, de façon de comment on voit le monde, de culture. Moi je serais là-bas, je serais à la mode quoi. Les ornements aussi, tu vois, les dents en or. Je me souviens d'avoir eu un patient qui était le chef des gitans de la région et qui était super et qui était hyper réglo et qui venait se faire soigner au cabinet et qui voulait des dents en métal devant, quoi, ou des dents en or, je me souviens plus exactement, mais parce que c'était signe de richesse, de puissance, etc. Donc ça, c'est aussi une dimension culturelle.
Après, au niveau, donc au-delà de cette dimension de toi, de ce que tu as vécu au niveau de l'image, il y a aussi toute la dimension douleur et la dimension de se confier, enfin de confier son corps et sa bouche à quelqu'un d'autre. Oui. Ça, tu l'as vécu comment ? Alors, plus ça va, moi je le vis bien. Je pense qu'il y a une mémoire du corps, enfin, en tout cas, moi je le constate comme ça. C'est un site où, du coup, j'ai eu, je sais pas, j'ai arrêté de compter, mais au moins 8 interventions. Et du coup, effectivement, il y a une sorte d'angoisse qui s'installe juste avant. Et même si je suis formée aux techniques hypnotiques, et même si je suis censée, et si je le fais sur mes patients, quand il s'agit de le faire sur moi, quand je m'allonge, je suis raide comme un bout de bois. J'ai vraiment du mal à me laisser complètement aller, quoi. Et vraiment, le maxillaire supérieur, parce que je sais pas si ça fait pareil à la mandibule, mais le maxillaire supérieur, ça résonne de fou dans toute la tête, quoi. Ça, tu vois, même sans l'avoir vécu, c'est quelque chose qu'on pressent, tu vois. Quand on intervient sur le maxillaire inférieur ou quand on va intervenir sur le maxillaire supérieur, moi, j'ai pas la même appréhension sur le patient, je veux dire. Je le préviens un peu. Alors, c'est vrai que des fois, tu ne faut pas non plus trop en rajouter parce que c'est pas la peine de lui faire peur. Mais en tout cas, moi, j'y suis attentive. Est-ce que toi, du coup, quand tu es sur le fauteuil et qu'on est dans une situation qui est particulièrement vulnérable, tu es très attentive, en fait, à l'attitude, aux gestes, aux détails du praticien qui te soigne? Là, en ce moment, je pense que la praticienne qui m'a prise en charge, je suis pas un cadeau pour elle, parce que je pleure, parce que c'est pas facile et que je vois bien qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour que ça se passe bien, et je sais qu'elle donne le meilleur d'elle-même et je me sens en confiance avec elle. Mais c'est moi avec moi, en fait, quand je suis sur le fauteuil. Finalement, la personne qui me soigne autour, si j'ai besoin d'être rassurée sur ses intentions, c'est-à-dire qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire et voilà. Et d'ailleurs, je l'ai remerciée parce que je pense qu'elle me l'aurait enlevé cette dent et elle a entendu que c'était pas envisageable pour moi et qu'il fallait me laisser le temps de me faire à l'idée que peut-être j'allais l'enlever, même si, tu vois, j'ai pas encore fait, j'y suis pas encore, et d'accepter de me prendre telle que je suis. Et donc des fois je pleure, des fois je bourdonne, des fois j'ai envie de... Mais elle me laisse faire, quoi. Et juste ça, c'est déjà génial, parce qu'en fait, elle le prend pas pour elle. Et hier, c'était rigolo, parce que j'ai eu une patiente phobique, et justement, à un moment donné, je commençais à entendre un petit bruit. Je me disais, mais c'est quoi ce bruit sourd que j'entends ? Et j'ai réalisé que c'était la patiente qui bourdonnait. C'est quoi que tu appelles bourdonner ? Comme un enfant, une fois, m'avait déjà fait ça. Quand je le soignais, il faisait là... Et elle m'a fait ça. Et j'ai laissé faire. J'ai intégré dans l'hypnose en me disant que peut-être autour de l'endroit où elle se trouvait, il y avait des petites abeilles et qu'elle pouvait laisser aller au bourdonnement environnant, etc., etc. Et à la fin, elle m'a dit, mais merci. Et en fait, j'ai senti que ça l'avait vraiment apaisée de faire ça. Et à la fin, elle m'a dit, merci. Merci de m'avoir laissé faire. Mais je lui ai dit, mais de toute façon, je n'aurais pas pu vous empêcher de le faire parce que je ressens, moi, le même besoin de faire ça. Et je ne sais pas pourquoi. Peut-être que de vibrer comme ça, un ronronnement un peu apaisant. Un peu... voilà, ça... Il faudrait faire tu sais, avec la thérapie avec les animaux, tu poses un chat sur... Oui, mais sur le patient. Le yoga fait ça aussi. Le yoga fait vibrer comme ça. Ouais, c'est vrai, c'est des vibrations. C'est des vibrations, et je sais, moi je l'explique pas du tout, mais tout ce que je peux dire, que ça permet de déconnecter
et de s'emmener et quelque part, peu importe en fait quelles sont les ressources que le patient a pour aller bien. Nous, notre but, c'est de le soigner. Si son truc, c'est de chanter, de bourdonner ou de pleurer, de laisser aller. Tu vois, avant-hier, c'est pareil, j'avais une jeune fille, je sais que le soin se passait bien, et d'un coup, les larmes se mettent à pleurer, et je lui dis j'accueille, laissez couler ce qu'il y a à sortir. Elle avait subi un accident de voiture, et donc c'était suite à un trauma, suite à ça. Et à la fin de la séance, la mère me dit, ça fait 1 an jour pour jour l'accident de voiture. Et moi, j'avais pas réalisé ça. Et donc forcément, quand on va travailler dans la bouche, il y a plein, on sait pas où part le patient, il part surtout dans des soins qui durent 1 heure, 2 heures, tu vois. Il faut le laisser faire. Ouais, c'est sûr. Puis j'ai envie de dire, le patient, on lui a tellement bien expliqué que quand on allait voir le dentiste, on n'était pas chez le psy, que quand on allait... En fait, tout est bien compartimenté dans notre médecine. Hein. Chaque organe a son spécialiste. Donc, tu vas chez le dentiste, tu laisses quand même un petit peu de côté. Alors, il y en a, c'est pas possible parce que ça les submerge tellement. Mais d'un autre côté, empêcher ces émotions, c'est aussi pour nous, en tant que praticiens, se mettre des freins énormes pour arriver à bien soigner ces gens-là, en fait. Oui. Oui, je pense. Et puis l'émotion doit sortir. Comme tu disais, c'est un deuil. Le deuil dévitaliser une dent, des fois pour certains patients, il y avait un jeune hier qui me disait mais moi j'ai déjà une agénésie de 8 dents, j'ai pas envie qu'on me dévitalise une dent en plus. Bon, sa dent était déjà nécrosée, donc je lui explique le principe en fait, je lui dis c'est comme si elle était déjà dévitalisée naturellement, donc il faut juste qu'on désinfecte maintenant. Mais pour eux ça a de l'importance les mots et c'est une fois qu'on est soigné, qu'on ressort, on n'est pas comme avant, il y a un avant, il y a un après. Et donc, ces émotions, il faut les accepter, il faut les laisser couler. Et en tant que praticien, si on n'a pas travaillé sur soi pour accepter, pour mettre la distance qui va bien, pour se dire ce n'est pas moi, là, elle gère son truc, elle a son émotion, elle gère son émotion. Moi, tant que je peux faire mon acte technique, c'est ok, j'ai juste à l'accompagner. Ouais, mais attention, ce travail d'accompagnement, il est pas facile à mettre en place parce que il y a deux dimensions dans ce que tu dis. Il peut y avoir le praticien qui se protège et se met à distance des émotions en disant c'est pas mon problème, en gardant une attitude peut-être haute du sachant, comme on l'avait, enfin comme plus dans le modèle paternaliste, quoi. Mais en tout cas, on peut avoir cette dimension de distance, mais qui n'est pas une distance avec l'empathie. Et par contre, toi, ce que tu préconises là, enfin, ce dont tu parles, c'est un accompagnement par l'hypnose, par la parole, pour que le patient puisse, s'il veut, laisser libre cours à ses émotions. Mais ça demande un travail énorme pour le praticien, parce que moi qui me suis formée à l'hypnose, mais qui ai eu beaucoup de mal à le mettre en pratique, et encore aujourd'hui, je la pratique pas parce que je trouve ça difficile. Alors moi, je parle beaucoup avec mes patients après et avant le soin, et c'est d'ailleurs un temps qui est presque inclus dans mon temps de travail, tu vois. J'ai des séances qui sont volontairement un petit peu plus longues que ce dont j'aurais besoin techniquement, parce que je sais que je discute avec mes patients. Alors pas de la pluie et du beau temps, mais il y a ce temps-là qui est important dans mon activité quotidienne. Mais pour autant, pendant l'acte, j'ai fait quelques séances, alors c'est un manque de pratique, hein, mais je trouve ça extrêmement difficile d'arriver à la fois à se concentrer sur l'acte technique et à faire ce travail d'accompagnement. Oui, alors moi je fais pas mal d'hypnose conversationnelle, hein. L'hypnose formelle, j'en fais quand même peu. Mais là, c'est juste ne pas juger, tu vois. Ça, je pense que tout le monde est capable de faire ça. Juste même prendre un tout petit peu de recul et ne pas juger et laisser faire. Et ça va pas durer des plombes, en fait. C'est juste qu'on est toujours à regarder sa montre. Et t'as raison de se dire, les patients qui sont un peu phobiques, ils te le disent, naturellement ils te le disent. Moi j'ai très très peur des dentistes, ou d'ailleurs ça se voit dans leur non-verbal, donc tu peux leur poser la question si jamais ils osent pas ouvrir la porte. Mais du coup, ces gens-là, tu vas prendre plus de temps.
Moi, mon temps, il est calculé comme toi par rapport à ça. Et c'est ce que je leur dis justement. Je leur dis, moi, j'ai le temps. Alors, je suis pas quelqu'un qui ait beaucoup le regard tourné vers le compteur et vers le chiffre d'affaires. Et des fois, ça serait bien que je me penche mieux sur la question, d'ailleurs. Mais je pense pas, en plus, que ça a eu un impact négatif sur, justement, mon activité. Par contre, quel soulagement, en fait, pour moi, de sortir de cette pression de la rentabilité permanente et de me dire, ah non, mais là, le patient, il va pas commencer à me raconter sa vie parce que là, j'ai pas le temps. Je vais lui faire comprendre que j'ai pas le temps et je vais ouvrir la porte et il va comprendre qu'il faut partir. Alors, quand le patient il est en train de te raconter que son fils ou sa fille vient d'avoir un accident grave et dans le coma, j'en sais rien. Aujourd'hui, même comme avant, je pense, les gens vivent des choses parfois très difficiles. Et quand ils te font cette confiance qui est énorme, en fait, de te raconter ça, moi, j'aime bien savoir que j'ai 5 minutes, 10 minutes pour pouvoir le faire, quoi. Oui, on choisit pas d'être la personne qui va... d'être le confident du moment, en fait. Des fois, il y a des choses qui sortent et ça a besoin de sortir, en fait. Et donc, on est aussi des soignants. Moi, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, mais Marion, en fait, tu peux faire beaucoup plus que sauver des dents. Parce que voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, quand je soigne ces patients-là, j'ai l'impression d'avoir planté une petite graine, en tout cas d'avoir participé à la construction d'une petite partie voilà, si on peut dire ça comme ça, enfin en tout cas d'avoir été un petit maillon qui va peut-être leur ouvrir la porte des possibles, de retrouver la confiance en soi, de ressentir qu'on est capable de faire les choses. Cette patiente phobique, hier, elle pleurait avant même qu'on ait commencé. Et quand je lui demande de quoi elle a peur, elle me dit « J'ai peur de partir en courant au milieu du soin ». Donc je lui dis « Donc finalement, vous êtes en train de me dire que vous avez peur de vous ?» Donc je lui dis « C'est une bonne nouvelle déjà ». Et du coup, en travaillant là-dessus, sur sa capacité à pouvoir balayer un petit peu cette pensée qu'elle n'est pas capable, et ben du coup, à la fin, c'est pareil. Elle m'a dit, mais merci de m'avoir dit que j'étais capable. C'est comme s'ils ne se croient plus capables. Ils ont des croyances qui sont très, très ancrées. Comme une autre qui m'avait dit, je suis insoignable. Je suis insoignable. Personne ne peut me soigner. Je me fais virer de tous les cabinets. Je suis insoignable. Bon, bah là, celle-là, c'est une croyance qu'il faut casser dès la première consultation. Et si elle reste dans sa croyance, oui, elle sera insoignable. Mais si on arrive à ouvrir une petite brèche pour qu'elle puisse avoir un petit espoir que si elle va pouvoir être soignée, ben là, on a gagné. Et ça, je trouve ça génial, en fait. Oui, c'est génial. Tu rentres vraiment dans la dimension, justement, du soin, du rôle du soignant qui a énormément de sens, en fait. Et c'est ce qui fait que tu es heureux d'aller bosser aussi. Ouais. La réussite technique, c'est gratifiant, mais ça gratifie, je trouve, plus l'ego. Oui, mais... tout à fait. Tout à fait. Mais là, à savoir que tu peux avoir un impact. Et dans ce que tu dis aussi, c'est la dimension de la bouche qui, pour moi, par l'histoire peut-être de notre profession, par l'histoire de la médecine et de la classification un peu, tu vois, des spécialités, et qui finalement fait que certains organes paraissent mieux classés que d'autres, tu vois. C'est vrai. Par exemple, le cœur est beaucoup plus noble que la bouche. Et j'ai l'impression que la bouche, est de par peut-être cette histoire liée à notre profession, a été sacrément déclassée du corps. Alors que finalement, mais quel autre organe remplit autant de fonctions ? Tu vois, c'est rigolo ce la que tu dis fonction parce que... sociale, le sourire, l'image de soi, la mastication, la nutrition, la phonation, la respiration. Enfin, c'est incroyable. En fait. Ouais. C'est rigolo ce que tu dis parce que ça fait écho à ce que je pensais justement quand j'ai choisi de faire dentaire plutôt que médecine. Ce qui me bloquait pour aller en médecine, c'était la peur de l'échec
dramatique et fatale pour un patient. Et je m'étais dit, en dentaire, au pire, c'est qu'une dent. Oui, mais je pense qu'en fait, on est nombreux à avoir eu cette réflexion, mais qui est aussi une façon de nous enlever. On a beaucoup de pression. Alors, je ne dis pas que les autres spécialités de médecine n'ont pas beaucoup de pression, parce que c'est sûr, après, tu as un enjeu vital. Mais nous, on nous dit tout le temps, on ne tue pas les gens. Moi, j'ai même un discours qui est revenu régulièrement pendant nos études. Et après, quand on démarre et qu'on a ce stress, on se dit, bon, au moins, nous, déjà, c'est faux. Il y a eu des cas qui ont montré le contraire. On peut aussi avoir un impact important sur la santé des gens et on peut faire malheureusement des erreurs qui sont fatales. Mais oui, je te rejoins là-dessus. Pour rebondir sur le c'est qu'une dent, je trouve que pendant longtemps, justement, et c'est Abdel Awacheria qui disait que Pascal Station disait la meilleure dent c'est l'implant. On a pensé que l'implant pouvait résolver tous les problèmes et que c'était plus noble qu'une dent. Et souvent j'ai entendu dire ah non mais mettre 800 € pour sauver une dent, franchement, mais je me dis mais mettre 800 € pour un truc qui n'est pas une dent ou 900 € pour un implant qui n'est pas une dent, ça c'est ta dent, ça t'appartient, c'est ton organe et toi tu préfères payer le même prix, même voire plus, pour un truc de synthèse quoi. Pourquoi ça serait une plus noble, tu vois ? J'aime bien, tu vois, comparer quand on parle beaucoup d'Abdel dans cet épisode, mais Abdel parle des phalanges et compare les dents aux phalanges. C'est marrant d'ailleurs parce que moi c'est aussi une analogie que je fais assez souvent avec mes patients et je leur dis une dent c'est un organe, c'est pas un accessoire, c'est pas quelque chose comme ça pour faire joli quoi, c'est un organe. Est-ce que vous auriez la même réaction si je vous disais qu'il fallait vous amputer d'un doigt ou d'une phalange comme le dit Abdel? Mais là, c'est la même chose, il faut redonner aussi quelque part peut-être les lettres de noblesse à la bouche et à sa place dans le corps. Tout à fait, c'est beau. C'est beau. Donc voilà. Après, ça pourrait être le point de départ de beaucoup d'autres sujets qu'on développera peut-être un jour dans le podcast, on verra. Finalement, est-ce que tu pourrais dire, et peut-être que ça sera aussi le mot de la fin, est-ce que tu penses que ce que tu as vécu, cette épreuve, a finalement peut-être aussi donner plus de sens à ton métier? Oui. En fait, je me suis rendu compte que de façon un peu inconsciente, je m'étais orientée vers l'endodontie et qu'aujourd'hui, je sauvais les dents des gens que j'avais pas pu sauver chez moi. Et je crois que ça donne du sens pour moi, ouais, parce que je vois bien à quel point, quand elles ne sont plus là, elles nous manquent. Et qu'elles ne sont pas remplaçables. Et donc, c'est comme si elles étaient toujours là, finalement. Et du coup, ouais, ça donne vraiment du sens pour moi. J'ai envie de te dire merci, Marion. Pour ce partage, parce que c'est pas évident, en fait, de parler de ça. C'est plus facile de parler du métier que de parler de soi et de son vécu, surtout quand il y a une dimension quand même douloureuse, physiquement et psychologiquement, donc c'est super courageux de ta part et très très enrichissant pour moi cet échange. Merci à toi. Donc j'espère à bientôt. Merci Florence. Souvent très focalisés sur la technique et la gestion des problématiques inhérentes à nos métiers, nous oublions parfois d'écouter ce que nos patients/patientes ont à nous dire. J'espère que ces séries, dont celle-ci avec Marion Megli, vous apportera une meilleure compréhension de la dimension émotionnelle de ce que peuvent vivre nos patients et vous aidera à prendre la mesure de la richesse de notre métier. Comme vous le savez, nos dents, notre bouche, sont des organes qui participent à de nombreuses fonctions, mais aussi entretiennent un lien étroit avec toutes les dimensions de notre vie, sociale, économique, psychologique, organique, et j'en oublie certainement. Prendre en compte la dimension humaine de notre rôle de dentiste, c'est prendre la mesure de l'impact qu'ont nos actes, nos gestes, nos paroles sur nos patients, et cette prise de conscience passe forcément par l'écoute de ces derniers. Merci d'avoir écouté cette série jusqu'au bout. Si vous n'avez pas écouté les précédentes avec Abdel Awacheria, patient victime des centres dentaires Dentexia, fondateur du collectif Contre Dentexia et cofondateur de la Dent Bleue,
et Sabrina Lebars, patiente partenaire, atteinte d'un cancer ORL rare, cofondatrice de l'association Corasso, qui œuvre pour sensibiliser au cancer tête et cou. Je vous encourage à le faire. Suite à ces 3 séries, vous allez devoir patienter un peu, le temps que je prépare de nouveaux sujets, mais promis, je reviens très vite pour de nouvelles thématiques et de nouvelles rencontres qui vont, je suis sûre, vous passionner. Vous venez d'écouter un épisode d'Entretien avec un dentiste. Si vous avez aimé, vous pouvez m'aider de plusieurs façons. En mettant des étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast, c'est ce qui permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux sociaux et en parler tout autour de vous. C'est Pauline Bussy du Son Libre qui a réalisé le montage, la musique Django est de Mr. Smith. Les portraits et les séries thématiques d'Entretien avec un dentiste sont à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube ou directement sur le site internet d'Entretien avec un dentiste. N'oubliez pas notre nouveau rendez-vous, la newsletter, tous les 2e jeudis du mois, quand j'y arrive. Pour vous y abonner, suivez le lien dans le descriptif de l'épisode ou rendez-vous sur le site internet où vous trouverez aussi toutes les précédentes newsletters. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un message sur les réseaux sociaux ou sur la boîte mail d'entretien avec un dentiste @gmail.com. Je vous lirai et vous répondrai.